Patrick Artus nous dit « La France tend vers une croissance zéro pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt long terme et le spread de taux d'intérêt va augmenter régulièrement. Le taux long terme de la France, ce matin, il est à 3,54, et le taux le plus élevé depuis la crise financière des dettes souveraines en 2012. Le déficit public sur PIB, c'est 5,7%. Le déficit budgétaire est estimé à 170 milliards. Les engagements de retraite des fonctionnaires ne sont pas financés. C'est de la dette court terme, hors bilan, qui s'ajoute à la dette officielle de la France. C'est que si on ajoute ces deux chiffres, on trouve 7 000 milliards, et 7 000 milliards, c'est l'épargne de la France à court, moyen terme. Je prévois tranquillement que ma retraite baissera de 15%. Voilà, 15-20%. En Grèce, elle a baissé de 30%. Nous allons à moyen terme vers un accident, une difficulté à émettre nos titres de dette, ou à les émettre à des taux qui seront insupportables. Maxime, bonjour. Bonjour Gaspard. Ravi de vous recevoir ici, au Revenu. Vous êtes un contributeur régulier maintenant du Revenu, merci beaucoup. Je suis devenu un contributeur régulier. Exactement. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites, et c'est parce que je l'apprécie que j'ai envie de contribuer. Eh ben, c'est très gentil. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire qui vous êtes, votre expérience, et après on rentrera dans le vif du sujet, l'avenir de la France. Alors, je suis un homme d'un certain âge. J'ai commencé ma carrière à la Banque de France, dans les services d'études de la Banque de France en 1983. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses, puisqu'en 1983, c'était la marche vers l'euro, c'était ce qu'on appelait le tournant de la rigueur, et j'ai participé à tout ça. Alors ensuite, j'ai fait une carrière de directeur de la Banque de France sur le territoire. J'étais en poste un peu partout en France. J'ai été directeur régional dans 3 régions différentes, la Normandie, l'Auvergne et l'Occitanie, dont je suis originaire. Je vis et je travaille dans la région de Toulouse, comme professeur associé à la Toulouse Business School. J'ai enseigné longtemps à l'université d'Auvergne et j'ai créé une petite société qui s'appelle Vigieco. Et cette société, je la mets à votre disposition et à la disposition des lecteurs du Revenu sur le thème « Comment protéger notre épargne dans une période qui va devenir de plus en plus dangereuse ». Et c'est exactement le sujet du jour. Et vous êtes modeste parce que vous oubliez de rappeler que vous avez un doctorat en économie. C'est pas rien. Et vous avez même les palmes académiques. Oui, alors je suis officier des palmes académiques et je l'ai fait en essayant de rendre un service public. C'est-à-dire que j'étais très choqué, je suis toujours choqué par le fait que les Français ont un très mauvais niveau en mathématiques et en économie. Et donc mon but, c'était avec la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand, qui a fait une belle carrière depuis, d'ouvrir la Banque de France aux académies, à l'éducation nationale, c'est-à-dire à faire des exposés, délivrer des diaporamas officiels de l'institution, répondre aux questions, se laisser interpeller sur les questions où la Banque de France a une expertise. Bon, donc vous êtes un homme de la pédagogie. Oui, tout à fait. Et défenseur de l'épargne des Français. Donc tout à fait. On avait vocation à se rencontrer. Tout à fait, c'est exactement ça. Et je pense que ce que vous faites, alors je ne suis pas un homme de compliments, mais vous faites quelque chose qui est populaire, clair, simple, et qui est orienté avec l'esprit du bien, c'est-à-dire l'esprit de dire la vérité et de défendre les gens. C'est gentil, on essaye. Bon alors Maxime, quel est le diagnostic que vous portez aujourd'hui sur, disons-le de manière générale, l'état de la France, les finances publiques, le système tel qu'il va? Alors, mon diagnostic n'est pas original. En venant vous rencontrer, je vous ai amené un article de Patrick Artus que je vous ai remis tout à l'heure. Patrick Artus nous dit « La France tend vers une croissance zéro pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt long terme et le spread de taux d'intérêt va augmenter régulièrement. » Alors attendez, les taux d'intérêt long terme, qu'est-ce que c'est? Les taux d'intérêt long terme, ce sont les taux d'intérêt qui dépendent des lois du marché, l'offre et la demande de titres. Et il faut le distinguer du taux de la Banque centrale, qui est un taux court terme, qui est un taux, on peut dire, volontariste, basé sur les perspectives d'inflation. Là, même si le taux de la Banque centrale baisse, il va peut-être baisser encore un peu, je ne sais pas, mais le taux long terme de la France, ce matin, il est à 3,54. C'est, en termes d'écart par rapport à l'Allemagne, le taux le plus élevé depuis la crise financière des dettes souveraines en 2012. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle le spread, justement. C'est le spread, et plutôt que d'employer des mots anglais, on pourrait dire c'est le risque. C'est le risque, c'est l'expression, c'est la cotation, c'est l'évaluation du risque. Et en quoi il y a un lien entre le taux auquel se finance l'État français et l'économie réelle ?
Eh bien, le lien, c'est la situation de nos finances publiques. Alors, prenons quelques chiffres sans en abuser. Le déficit public sur PIB, je cite Madame de Montchalin, c'est 5,7%. Et les prévisions pour l'année qui vient, et même si M. Lecornu avait de bonnes surprises, c'est entre 5,5 et 6. Or, dans la zone euro, actuellement, c'est au maximum 3. Et vous avez un pays qui est un excédent, le Portugal. Vous avez un autre pays qui est un excédent, c'est les Pays-Bas. L'Italie et l'Espagne sont à 2. Nous sommes à 5,5, 5,7. Donc, quel est le PIB de la France aujourd'hui, grosso modo? Alors, un peu moins de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Un peu moins. D'accord. Et donc, quand on dit qu'on a un déficit, c'est-à-dire que le budget est à combien? Le déficit budgétaire est estimé à 170 milliards. D'accord. Et s'ajoute à cela le déficit de la sécurité sociale. Bon, la pire situation a été évoquée. S'il n'y avait pas eu de vote mardi soir, on aurait 30 milliards. Et vous savez qu'à terme, comme on s'endette pour financer les prestations sociales et qu'il y a des plafonds d'endettement, nous sommes menacés d'un shutdown à la française. Donc en fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a 3 000 milliards de PIB, c'est la richesse nationale qu'on crée tous les ans, et on a un déficit du budget. Ça, c'est le budget de l'État. Oui, alors c'est le budget au sens européen maastrichtien, c'est l'ensemble des administrations publiques. D'accord. C'est-à-dire, ça regroupe tout, y compris les collectivités locales. Il y a peut-être des dettes qu'on met un peu sous le tapis avec ça, la SNCF ou des choses comme ça, non? Il y a surtout une énorme dette qu'on met sous le tapis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Ce sont les engagements de retraite des fonctionnaires, car les engagements de retraite des fonctionnaires ne sont pas financés. Autrement dit, ce que doit les fonctionnaires n'y sont pour rien. Ce que doit l'État aux fonctionnaires qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent, là, c'est de la dette court terme qui s'ajoute, et hors bilan, on peut dire hors bilan, qui s'ajoute, exactement comme dans un hors bilan d'entreprise, qui s'ajoute à la dette officielle de la France. Et si vous faites l'addition des deux, vous doublez la dette. Or, ce qui est passionnant, et je pense que les lecteurs du Revenu vont y trouver leur intérêt en tant qu'épargnants, c'est que si on ajoute ces deux chiffres, on trouve 7 000 milliards, et 7 000 milliards, c'est l'épargne de la France à court, moyen terme, c'est-à-dire, disons, à 3 ans à peu près. Donc les deux chiffres coïncident. Alors les deux chiffres, rappelez-nous, d'un côté... la dette publique, dette publique officielle est celle que je qualifie d'hors bilan. Parce que la dette publique officielle, elle est de combien ? Elle est de... alors, on raisonne en pourcentage du PIB. Aujourd'hui, elle est à 115% du PIB. C'est ça, donc on vient de le dire, PIB à 3 000 milliards. Donc on a une dette publique qui est à 3 400, c'est quelque chose comme ça. C'est colossal. C'est colossal. Et parmi les questions que je me pose, alors moi je suis un homme qui réfléchit sans cesse et qui cherche, qui essaie de trouver... Bon, nous avons une situation financière qui est plus détériorée que celle du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie. Parce que pour reprendre, c'est-à-dire que pour vous, c'est 3 400 milliards, on fait x2 quand on inclut le hors-bilan. Exactement. C'est-à-dire la dette qui est aujourd'hui mise sous le tapis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Hein. D'accord. D'ailleurs, on en parlait... Donc la dette, elle est 2 fois pire qu'on le... Oui, et on en parlait... On pense qu'on a 110% de PIB, mais peut-être qu'on est quasiment... Absolument. À 200%. Et on en parlait en aparté tout à l'heure. J'étais heureux de voir que vous sachiez cela parce que je me sentais moins seul. C'est que, en réalité, dans les comptes de l'État, vous avez du financement des retraites des fonctionnaires, et ils n'y sont pour rien, les fonctionnaires. C'est pas, je ne jette pas l'opprobre aux fonctionnaires, qui vient financer des retraites non financées, mais qui ne sont pas dans les comptes des retraites. Hein. C'est la cause qu'a défendue M. Jean-Pascal Beaufret, ancien directeur du Trésor, qui a dénoncé ça. Et donc, en fait, les retraites des fonctionnaires ne sont pas financées. Oui, là, c'est le scandale de l'éducation nationale. On croit que c'est le premier budget de l'État. Il y a 20 milliards pour financer les... Alors qu'en fait, l'argent qu'on met pour mettre un professeur devant une classe est nettement inférieur peut-être à ceux de nos voisins, alors qu'on se gargarise parce qu'on y inclut les retraites et on dit qu'on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation nationale. Alors, pour nos auditeurs et les lecteurs du Revenu, il y a 2 chiffres à avoir en tête et qui sont révoltants, parce que quand on voit que nous refusons de financer nos retraites, pour le régime général, nous avons actuellement 1,7 cotisants pour un retraité. 1,7. Quand M. Mitterrand a fait les 35 heures, la retraite à 60 ans, c'était 4 pour 1. Donc 1981, 4 pour 1,
on est passé à 1,7 pour eux. Mais pour les fonctionnaires, nous tendons vers 1 pour 1. Donc, il est indispensable de travailler plus longtemps. Après, ça pose... Ce 1,7, en plus, a vocation à se détériorer du fait d'une natalité qui est faible. Bien sûr. La population française baisse actuellement. La population active baisse. Alors, c'est le sens de l'article de Patrick Artus que je vous ai remis tout à l'heure, qui dit que nous tendons vers une croissance zéro. Nous sommes sur des sujets qui sont parfaitement diagnostiqués et documentés, mais collectivement, nous ne comprenons rien. Nous avons l'intelligence d'un crabe et nous allons dans la mauvaise direction. Ce n'est pas du tout une critique du gouvernement, etc. C'est un problème collectif, c'est un problème de déni de réalité, c'est un problème de déni de réalité, c'est un problème cognitif. Alors, d'accord, donc on a quasiment 7 000 milliards de dettes si on inclut le hors-bilan et ce qui est officiel. On a des prélèvements obligatoires en France qui sont les plus élevés de l'OCDE. Oui. Et la dépense publique la plus élevée de l'OCDE. Et le taux d'emploi des seniors, je suis un senior, le taux d'emploi des seniors le plus faible de la zone euro. Et on peut dire aussi que beaucoup de Français ne s'y retrouvent pas dans la qualité des services publics qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils nous disent, aller à l'hôpital, même à Toulouse ou ailleurs, ça prend... Alors, je ne veux pas dévier du sujet, c'est vous qui conduisez cet échange, mais je voudrais en tirer une conclusion positive pour les lecteurs du revenu et pour les épargnants. C'est que, et je ne force pas le trait, c'est que les taux d'intérêt long terme vont augmenter. Marc Toiti envisage même que... les taux d'intérêt puissent atteindre 5%. Ce matin, ils sont à 3,5, 3,50 quelque chose. Patrick Artus nous dit le spread passera à 120 points de base en 2026. Moi, j'ai été stupéfait par cette déclaration d'Artus. 120 points de base, ça veut dire qu'on serait à combien ? 1,2 points de l'Allemagne. D'accord. Alors, la conclusion positive, pour l'épargnant que je suis, parce que je suis un épargnant. Qu'actuellement, on est à combien sur les 120, pardon ? Actuellement, on est à 70. On est à 70, d'accord, donc ça pourrait être doublé. Ça pourrait être quasiment doublé. Et la trajectoire de l'Allemagne n'est pas brillante non plus, en plus. Elle a été très très bonne pendant des années, mais il y a un refinancement de budget. L'Allemagne a décidé, mais sciemment, alors que nous, c'est pas sciemment, nous, c'est qu'on ne s'est pas fait autrement, de laisser filer un peu maintenant sa dette et son budget pour financer des investissements de transition. Mais la conclusion que j'en tire, positive, comme épargnant, car je suis un épargnant, vous l'êtes, et les lecteurs du revenu, avec nous, c'est que si les taux d'intérêt long terme augmentent, c'est intéressant de se tourner vers des valeurs de taux. Mais attention, pas vers des obligations, parce que si les taux montent, la valeur des obligations va baisser. C'est mathématique, c'est mécanique, je pense que tout le monde comprend ça. Alors, expliquons-le quand même. C'est-à-dire que quand le taux monte, si le taux monte, c'est parce que son émetteur est jugé moins fiable. On lui prête à plus cher. Donc la valeur du titre... Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande sur les titres. Alors, les banques centrales ont cessé depuis 2022 d'acheter des titres. On appelle ça le quantitative tightening, c'est le contraire du quantitative easing. Il y a un vieillissement de la population mondiale qui va entraîner tôt ou tard une désépargne. Et c'est facile à concevoir. Si vous êtes de plus en plus vieux, eh bien, vous êtes obligé de financer la dépendance, l'EHPAD, etc., etc. Et vous tirez sur votre épargne. Et ensuite, il y a d'énormes besoins d'investissement liés à la transition énergétique. Et dans le cas de la France, à des finances publiques que nous ne maîtrisons plus, puisque nous avons perdu le contrôle. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Donc l'opportunité que vous y voyez, c'est d'aller vers du produit obligataire. Non, parce que quand les taux montent, les cours baissent. D'accord. Puisqu'en fait, comme tous les cours s'égalisent. Vous n'y croyez pas ? À quoi ? Vous pensez qu'aujourd'hui, investir dans les obligations d'État de la France à 10 ans, c'est risqué ? Ah ben on est sûr de perdre. On est sûr de perdre ? Non, mais on est sûr de perdre. Pas l'intérêt. L'intérêt sera payé. Mais le capital sera remboursé ? Alors, on peut penser que le capital sera remboursé. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez un besoin de liquidité... Oui, elle sera mal revendue. Elle sera mal revendue, c'est-à-dire votre titre va baisser. Donc, personnellement, et c'est le conseil que je donne à nos auditeurs,
c'est de se tourner vers des valeurs de taux long terme qui ne soient pas portées par des obligations. D'accord. Vous pensez à quoi ? Alors, je pense à des dépôts à terme dans les banques, sous des formes à préciser, à étudier ensemble. Parce qu'un dépôt à terme dans une banque, c'est un investissement dans quoi exactement ? Alors, un dépôt à terme dans une banque, c'est un investissement dans du bilan bancaire. D'accord. Et ça rapporte... Alors attention, parce que le rapport est plus fort pour une entreprise que pour un particulier. Donc, mieux vaut le faire, et c'est ce que j'écrirai dans le revenu, mieux vaut le faire par les comptes courants d'associés d'une société familiale, personnelle, etc. Pour avoir des taux meilleurs. Pour avoir des taux meilleurs. Et auprès de sa aussi, banque. voilà, faut pas être trop offensif dans les propos, surtout si nous sommes écoutés par Bercy. Je ne sais pas s'il y a des écoutes de Bercy. Bon, c'est que si un jour il devait y avoir un emprunt forcé, vous avez vu qu'on en parle, c'est pas moi qui en parle. Non, bien sûr. Ce sont les députés, vous avez vu. Emprunt forcé, le Parti socialiste l'a proposé oui, à 0% sur exactement. 5 ans. Et les sénateurs en plus, c'est ça. Bon. À ce moment-là, mieux vaut ne pas apparaître en tant que personne. Et mieux vaut être camouflé dans une société familiale, personnelle, etc. Les fameuses holdings, avoir une holding familiale. Oui, exactement. Pour y placer sa trésorerie, plutôt que de le garder sur son matelas. Alors, si demain, comme le pense Toiti, Artus, d'autres d'ailleurs, et moi je le pense aussi, parce que c'est mécanique, on pourra reparler des chiffres des finances publiques si vous voulez, les taux sont à 4%, eh bien si vous avez une épargne de 100 000 euros, 4% de 100 000 euros, ça fait 4 000 euros. Hein. Donc, c'est pas mal. Et surtout si c'est caché, en fait. On ne le voit pas, c'est une société. Vous voyez, bon. Mais vous disiez que certains États ont des excédents budgétaires. Nous, on n'en a pas connu depuis Giscard d'Estaing, je crois. Oui, alors vous avez raison, le président Giscard d'Estaing a laissé non pas des excédents, mais des comptes presque à l'équilibre. Mais on peut dire équilibré globalement. Ouais. D'accord. Mais donc ça veut dire que depuis Giscard d'Estaing, c'est dans les années 70, 1980, oui. Donc ça fait 50 ans que la France est en déficit, qu'elle perd de l'argent tous les ans, qu'elle creuse sa dette. Par définition, tant qu'on n'a pas d'excédent, on ne peut pas rembourser le capital. Il faut réemprunter pour rembourser le capital. Bien sûr, oui. Donc, France creuse, ça tombe. Parce qu'en réalité, effectivement, mettons quelques chiffres sur la table qui sont cités par l'Institut Montaigne, enfin, tout le monde les connaît. Il faut bien les avoir en tête. Nous avons un déficit primaire. C'est-à-dire nous sommes en déficit avant même d'avoir payé les intérêts. Bon. Ce déficit primaire est estimé à près de 4 points de PIB, avant même d'avoir payé les intérêts. 4 points de PIB, alors je force un peu 4, c'est 3,7. Attends, c'est quoi le déficit primaire ? Primaire, c'est le déficit avant d'avoir payé les intérêts. D'accord, les intérêts de notre dette, nos fameux 3 000 milliards qui produisent les intérêts. L'Italie est un excédent primaire. L'Espagne, le Portugal sont un excédent primaire. D'accord, s'ils n'avaient pas à payer les intérêts de la dette, ils seraient en excédent. Voilà. Nous sommes à, je vais arrondir à 4 points. Allez, je suis très gentil, je dis 3 points. 3 points et demi. Bon, ça fait plus de 90 milliards d'euros. La règle mathématique, là ce sont des mathématiques, mais on est le dernier pays au monde pour l'enseignement des mathématiques aujourd'hui, enfin l'avant-dernier, je crois, classement PISA. Pour avoir une dette qui soit stabilisée, il faut avoir l'équilibre primaire, que nous venons de décrire, et il faut avoir ensuite une égalité entre le taux de croissance et le taux de l'intérêt long terme. Ça se conçoit assez facilement. Alors, le taux d'intérêt long terme ce matin, c'est 3,5, on va arrondir. Et le taux de croissance, prenons une croissance de 0,7, c'est ce que prévoit la Banque de France, et prenons une inflation de 1,5, ça fait 2,2. 2,2 aller à 3,7, vous voyez, 5, il manque encore 1,3 point de PIB. Et donc, aujourd'hui, on a 2,2 de croissance du PIB. À peu près, oui, à peu près. On va avoir ce qui est meilleur que depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une croissance. Elle a été presque flat ou à 1% ces dernières années, si je ne me trompe pas. Oui, on a une croissance à taux décroissant depuis très longtemps. Mais on est d'accord, c'est une croissance corrigée de l'inflation. Oui, alors là, je prends avec l'inflation parce que je veux comparer au taux d'intérêt long terme. D'accord.
Et j'arrive à la conclusion... Ah, donc là, vous incluez l'inflation quand même. Oui, dedans. j'inclus l'inflation. D'accord. Ouais. Alors, on ne va pas parler technique, le déflateur du PIB, etc. Mais l'idée, et si vous y réfléchissez tranquillement, vous allez comprendre, c'est que pour stabiliser la dette, qu'elle cesse d'augmenter, il faut payer, il faut avoir un excédent ou un équilibre primaire, c'est-à-dire être capable d'équilibrer avant paiement des intérêts, et ensuite il faut que le taux d'intérêt, lui, soit en phase avec le taux de croissance. Mais c'est assez clair. Bon, surtout quand on y réfléchit un peu. Alors ça fait 140, 150 milliards à trouver. Bon. Sur un budget qui est, on l'a dit tout à l'heure, de 1500 milliards, c'est ça ? La dépense publique de la France, c'est 1700 milliards. 1700 milliards. Donc sur 1700 milliards, il faut aller chercher 90. Il faut aller chercher alors, tout dépend quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez équilibrer la dette à quelle date ? L'engagement que le gouvernement français a pris, c'est vis-à-vis des partenaires européens, avec qui nous partageons la même monnaie, c'est de stabiliser la dette à 2029. Donc à 2029, il faut trouver 150 milliards. Et attention, c'est 150 milliards cumulés. Alors, M. Lecornu cherche 30 milliards, je crois. M. Bayrou en cherchait 46 ou 47. M. Barnier, 46. Vous voyez que... Il faut comprendre que ces 30 milliards qu'on cherche, c'est pas 30 milliards à budget constant. C'est 30 milliards de moins par rapport à l'évolution du budget qui était prévu. Oui. Donc c'est pas qu'on aura un budget qui passerait de 1700 à 1600 milliards, c'est un budget qui n'irait pas à 1800, mais qui resterait à 1700 et quelques. On peut le dire comme ça. Mais disons que vous voyez que les sommes en jeu pour équilibrer, pour stabiliser l'endettement, ne sont pas du tout au rendez-vous des débats parlementaires. Et donc, inexorablement, et moi je fais très attention à ce que dit Patrick Artus, parce que c'est un polytechnicien qui suit l'économie et qui expertise depuis 50 ans. Bon, c'est mon aîné en plus. Et donc, en fait, et puis il n'est pas spécialement excessif. Donc, s'il dit que les taux d'intérêt long terme vont augmenter en raison de cette fuite en avant dans laquelle nous sommes et de cette incapacité à maîtriser la dérive de nos finances, eh bien, je pense qu'il a raison. Et là, c'est à la fois une menace pour la France, puisque les charges financières, qui sont de 67 milliards, vont passer à 80 milliards assez rapidement. Et M. Moscovici nous dit 107 milliards en 2029. C'est la Cour des comptes qui dit. Et ça peut être une opportunité pour les épargnants si ils en tirent les bonnes conclusions pour placer leur épargne sur des valeurs de taux long terme. D'accord. Notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le bilan des banques. Oui, le bilan des banques, il faut y réfléchir ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui veut travailler avec le revenu, avec les lecteurs du revenu, avec l'équipe. Il faut trouver les bons placements. Et... Très clair. Mais pourquoi cette incapacité à réformer l'État où aller chercher cet argent ? Est-ce que c'est forcément des grandes masses, la sécurité sociale, les retraites, etc. Est-ce que ça peut être de l'efficacité de l'État ? Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, moi, ce qui me fait un peu halluciner, c'est les permis de construire. Demander un permis de construire, c'est 3 mois minimum, parfois c'est des questions, etc., etc. Aujourd'hui, on pourrait avoir une grille d'analyse, une IA qui lit le permis de construire et qui, dans la minute, donne sa réponse si on est conforme au PLU ou si on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, il nous explique pourquoi on ne l'est pas et on renvoie sa copie. On n'a pas besoin de département d'urbanisme pléthorique. Donc, pour vous, c'est quoi la solution ? Alors, j'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Il y a 3 raisons fondamentales, mais toutes convergent vers le manque d'autorité d'un État qui devrait avoir pour but de sauver la France. Et c'est pas une critique que je fais de M. Lecornu, que j'estime beaucoup par ailleurs. C'est que nous n'avons pas de majorité, nous n'avons pas de... 3 raisons fondamentales. La première raison, qui à mes yeux est la plus importante, c'est le manque de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le taux d'emploi des seniors, je suis un senior, c'est quasiment le plus faible du monde. Attention quand même, il a augmenté. C'est-à-dire que la politique menée par le président Macron a eu des effets quand même positifs. Mais nous restons très loin des pays d'Europe du Nord.
Mon ami Gilles Berset, qui préside le Conseil d'orientation des retraites, qui est un économiste bien connu, a publié une chronique dans Les Échos dans laquelle il explique que par rapport aux pays d'Europe du Nord, il nous manque 120 milliards juste sur le travail des seniors. Et ça, c'est quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne travaille pas. Mais ça veut dire qu'un senior de 70 ans, il fait quoi? Comme vous, il donne des cours à l'université, il fait de l'associatif. Un senior de 70 ans, d'abord, je le prouve, moi, on peut travailler. Mais je crois qu'il faut distinguer les D'accord, vous pensez que c'est les seniors de 60 ans, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est les seniors, effectivement, de 55-60 ans. D'accord, à part vous avez raison. Et je distingue bien le secteur tertiaire des autres. D'accord, bien sûr. Celui qui fait un travail pénible, il faut qu'il se repose. Donc, mais donc globalement, pour vous, disons-le, c'est la réforme des retraites, quoi. C'est la réforme des retraites. C'est repousser l'âge légal de départ. C'est repousser la réforme des retraites. On était à 65 ans à la sortie de la guerre. Exactement. On est, avec Mitterrand, revenu à 60 ans. Exactement. Alors que l'espérance de vie s'est beaucoup allongée. Donc, exactement. Le coût est très élevé. Et tous nos partenaires sont à 67 ans. Vous avez même les Pays-Bas ou le Danemark, ou les deux d'ailleurs, qui vont vers 70 ans. Bon. Ça, c'est la première cause. Et vous le savez, vous l'observez, les lecteurs du Revenu vous le disent, on ne trouve pas de main-d'œuvre en France, y compris dans les secteurs où nous sommes forts, comme l'hôtellerie-restauration. La deuxième raison, alors je ne sais pas comment je vais faire deuxième, troisième, parce que je ne sais pas s'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Vous l'avez soulevé à l'instant, les normes. Le Premier ministre François Bayrou avait déclaré, il savait ce qu'il disait, que les surnormes en France, y compris par rapport aux autres pays de l'Union européenne, entraînaient un surcroît de 4 points de PIB. Alors 4 points de PIB, ça fait 120. Oui, c'est le budget primaire. Exactement. Exactement. Et la troisième raison, et elle est très documentée, sauf que là, on aurait besoin d'acteurs, mais on n'en a pas. C'est que quand on regarde par rapport aux autres pays, aux grands pays de l'Union européenne, le ratio des services rendus dans la santé ou dans l'éducation par rapport aux administratifs, on a le plus mauvais ratio. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'administratifs et pas assez de praticiens. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire. Bon. Donc là, je dis, on n'a pas d'acteurs parce que c'est revoir l'organisation de l'État. De A à Z. Et pour ma part, je viens de Toulouse, et avec des amis toulousains, nous sommes persuadés, et puis je crois aussi Madame Pécresse, qui n'est pas toulousaine, et d'autres, nous sommes persuadés qu'il faut décentraliser le pays. Décentraliser, donner plus d'autonomie, donner plus de liberté d'action, avoir des cadres nationaux minimum, et laisser plus d'initiatives. Mais ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que nous sommes un pays jacobin, nous sommes un pays centralisé. Il y a quand même des dépenses essentielles qui sont aussi les pensions de retraite, les dépenses de la sécurité sociale. Est-ce que vous avez cité 3 problèmes, oui, mais sans évoquer cela, enfin indirectement avec la réforme des retraites, est-ce que c'est un éléphant dont on ne veut pas parler ou est-ce que c'est pas vraiment un problème pour Alors vous? les retraites, c'est vraiment l'éléphant dans le jardin puisque c'est le premier poste de la dépense publique. C'est plus de 400 milliards d'euros avec de multiples anomalies. Sur ces 1700 qu'on évoquait tout à l'heure, 400, c'est la retraite. Plus de 400. Plus de 400, oui. Avec cette anomalie majeure qui est l'insuffisance du taux d'activité. Bon. Monsieur Beaufret, qui est mon maître sur ce sujet, parce que moi j'essaye de me documenter, m'a expliqué sur le réseau LinkedIn que les pensions sont en France de 10% supérieures à l'Allemagne. Bon, raison de plus pour en profiter, pour travailler plus et les mériter mieux. Enfin bon, donc on a quand même alors que notre niveau de vie est nettement inférieur à celui des Allemands. Vous le voyez d'une autre manière, on vous dit régulièrement, mais vous l'avez partout dans la presse, que le rapport entre le revenu des inactifs et le revenu des actifs est de 1, en fait. C'est-à-dire que les retraités gagnent autant que les actifs. Donc nous avons à la fois des pensions élevées, des taux d'activité des seniors anormalement bas, et globalement, les retraites représentent 12% du PIB, contre 10% dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc les retraites, c'est le premier sujet. Et si un jour nous étions sous tutelle européenne, ces gens qui nous voient tels que nous sommes, alors que nous ne nous voyons pas tels que nous sommes,
C'est le déni de réalité. Il nous dirait, mais vous avez des subventions, on y a fait allusion au début de notre entretien tout à l'heure, vous avez 60 milliards de subventions aux retraites, c'est complètement anormal. Supprimez-les. Et si on supprime les 60 milliards, il faut trouver 60 milliards dans l'économie, dans les retraites. Et donc, moi, je prévois tranquillement que ma retraite baissera de 15%. Voilà, 15-20%. En Grèce, elle a baissé de 30%. Et il y a un scénario dans lequel cette chute est plus brutale. En tout cas, ma génération, si vous perdez la vôtre de 15%, la mienne perdra au moins 15%, si ce n'est plus. Et je connais peu de gens de ma génération qui anticipent d'avoir une retraite. Il y a un scénario dans lequel le système de Ponzi, de payer celui qui était arrivé avant, etc., s'arrête. Et on arrive à une natalité très faible, on a moins d'un actif pour un retraité, et puis l'État dit là, c'est plus possible, on n'y arrive plus. On bascule sur la capitalisation. C'est l'accident. C'est-à-dire que là, ma conviction, j'essaierai de la faire partager aux lecteurs du Revenu, c'est que nous allons à moyen terme, à une date que je ne pourrais citer, vers un accident. Et c'est pour ça que les épargnants doivent en tirer des conséquences. Cet accident, c'est une difficulté à émettre nos titres de dette, ou à les émettre à des taux qui seront insupportables. C'est ce que nous disent Patrick Artus, Marc Toiti. Là, c'est quoi ? Là, ça monte à du 10%. Alors, peut-être pas du 10%. Bon, la Grèce est montée à 15%. Mais si ça monte à 6%, on va être quand même très très mal. Parce que là, en fait, on va, avec la nouvelle dette, rembourser l'ancienne. Oui. Et donc, les anciens taux qui étaient plus bas vont gonfler et la fameuse charge de la dette qu'on paye tous les ans explose. Oui, parce qu'en 2020, et même avant, bien avant, 2015-2020, nous avons emprunté à taux négatif ou nul. Bon. Et notre dette est à 8 ans, en moyenne, 8 ans et demi. Donc, quand ces titres vont arriver à échéance, nous allons émettre d'autres titres, mais nous allons les émettre à 4%. Alors 4% et 0%, c'est pas la même chose. Donc, il y a pour un de moment... l'argent qui servira qu'à payer les créanciers antérieurs. Donc, c'est même pas pour l'investissement ou quoi que ce soit. C'est juste... Bien sûr. Et donc, à terme, il y a un chiffre, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui dit 107 milliards possiblement en 2029. 107 milliards, l'éducation nationale est à 70 et la défense est à 60. Oui, on paye nos créanciers, on augmente les impôts pour payer les créanciers. Et en plus, il y a un effort à faire pour la défense. Je vous renvoie vers M. Macron, je vous renvoie vers le général Mandon, etc. Et il y a un effort aussi à faire pour la transition. Alors la transition, tout le monde s'en fout, sauf que le climat se réchauffe. Bon. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc c'est quoi le scénario là dans les... Allez, on va pas prendre la boule de cristal, mais c'est quoi votre estimation ? Il nous reste combien de temps à ce rythme-là, s'il n'y a pas de réforme majeure, pour que l'accident se produise ? Et quelle est la conséquence ? On parle du FMI, on parle non, alors pas le de la FMI, Commission. Le terme, alors je ne lis pas dans le marque de café. Mon diagnostic, c'est que nous sommes dans le déni, nous entretenons le déni, nous racontons des histoires. Nous sommes à 3 ans, peut-être, de l'accident, voilà. Et peut-être avant, d'ailleurs. Il y a aussi le contexte international qui peut jouer un rôle, l'accélérateur. Et le jour où l'accident se produira, eh bien, les lecteurs du Revenu seront tout de suite concernés parce que, pour éviter l'accident, l'État va les puiser dans leur épargne. Vous avez des projets d'emprunt forcé. Et vous avez des parlementaires qui ne s'en cachent pas. Et à Bercy, il y a des projets. Alors, je ne dis pas que ces projets vont déboucher demain matin, et je n'ai pas d'informations secrètes, mais il y a des projets d'emprunt forcé. Quand on connaît l'emprunt forcé, c'est-à-dire quand la France emprunte, on vient de le dire, elle ne rembourse pas le capital, elle réemprunte derrière. C'est-à-dire que la crainte qu'on peut légitimement avoir, la dette, c'est de se dire que on va vous emprunter pendant 5 ans, et dans 5 ans, la loi n'aura pas changé, la situation ne sera pas meilleure, on vous réempruntera pendant 5 ans, on vous réempruntera, et en fait, on vous a pris l'argent à la fin. Oui, non, mais c'est même beaucoup plus simple que ça. C'est l'emprunt perpétuel. C'est l'emprunt perpétuel. On va vous dire, Gaspard, donc vous avez de l'argent. D'ailleurs, on a fait un recensement, on a vu sur votre compte. Alors, on va vous faire quelque chose de très sympa. On va vous faire du 2%. 2%, vous voyez, le livret A est à 1,7. Et c'est un emprunt perpétuel. Donc, vous allez avoir perpétuellement du 2%. C'est super. Sauf que vous ne serez pas remboursé. Donc, si vous avez besoin de cet argent, vous ne l'aurez plus. Donc, je pense qu'il y aura ce palliatif. Je réponds à votre question. Il y aura ce palliatif. On le sent bien dans le débat parlementaire auquel nous avons assisté.
il y a l'augmentation de la fiscalité, la CSG, il y a l'ombre de l'impôt sur le patrimoine improductif avec des assurances-vie, il y a l'ombre de l'emprunt forcé, il y a toutes ces menaces. Et ensuite, si on n'y arrive pas, c'est pas le FMI, c'est les institutions européennes, c'est le mécanisme européen de stabilité financière, qui est un véritable FMI européen créé en 2012 lors de la crise des dettes souveraines, mais les médias n'informent pas là-dessus, ça les intéresse pas, et les enseignants non plus. Il y a des mesures... Alors, il fonctionne comment, ce mécanisme ? C'est quoi exactement ? Alors, c'est un FMI européen. Donc, il licencie le gouvernement. Comment ça se passe, en fait ? Non, c'est simplement que notre pays pourrait ne plus pouvoir émettre ses titres de dette dans des conditions acceptables et appeler au secours. D'accord. Mais ça a été prévu par la BCE et par son président Mario Draghi, qui a dit en juillet 2012 « Believe me, whatever it takes will do all for saving the euro ». Alors, croyez-moi, quoi qu'il nous en coûte, nous sauverons l'euro. Et puis, on a dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Mais vous comprenez, vous ?» Et il a laissé passer 3 mois, c'est un bon communicant. Et 3 mois après, il a dit « Nous achèterons sans limite des titres de dette d'un pays qui appellerait au secours à condition qu'il accepte les règles européennes. » Et donc la contrepartie de cet appel au secours, ce serait une intervention salutaire, mais ça serait un plan qui nous serait imposé. Ce qu'a connu la Grèce. Ce qu'a connu la Grèce. Qui avait une extrême gauche au pouvoir, qui avait promis la révolution et le grand soir, et finalement, ils s'en sont pliés aux exigences. Je ne dis pas que ce serait le même plan que la Grèce, mais c'est de la même nature. Ce qu'a connu aussi, sauf erreur, l'Irlande et le Portugal. Et donc là, c'est quoi ? C'est la BCE qui rachète les titres ? C'est le mécanisme européen ? Alors, le mécanisme peut être conduit par la BCE, il peut être conduit par le Fonds européen de stabilité financière, mais ne faisons pas une confusion, comme le font toujours les journalistes. Ici, on est sur un média de qualité. C'est que la BCE n'est qu'un organe technique. En fait, nous rentrerions dans ce que Jean-Claude Trichet, qui m'a nommé directeur de la Banque de France, appelle un peu en privé une fédération budgétaire par exception. Ça veut dire que par exception, le Conseil européen, la Commission européenne, avec la BCE aux ordres, imposerait à la France un plan. Oui, en fait, on n'est pas une fédération, mais quand on arrive l'accident, pour l'éviter, c'est exactement ça. On impose des règles à un État, ça. On lui dit de baisser ses retraites, on lui dit c'est exactement ça. Alors... Et là où nous avons un vrai problème, il y a un problème démocratique, il y a un problème d'information des Français. C'est-à-dire que les Français ne comprennent pas ça, puisqu'en fait... Alors, M. Bayrou a essayé d'expliquer, je reconnais qu'il a essayé. Mais les médias sont beaucoup dans le déni, les universitaires sont beaucoup dans le déni, et nous sommes collectivement dans le déni. Voilà, Pour vous, c'est une certitude que ça arrivera ? Ou il y a un scénario, un sauveur français, une Jeanne d'Arc, un général de Gaulle, un Napoléon je ne vois à l'horizon ni le général de Gaulle, ni Jeanne d'Arc. Mais vous avez raison de citer au moins le général de Gaulle, dans le sens où, en 1958, la situation était moins détériorée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais elle était de la même nature. Et on a vu qu'en quelques mois, les choses pouvaient se retourner. On pourrait, en théorie, si on avait un Parlement capable de voter, et ça s'est fait en Suède, ça s'est fait au Canada il y a 20 ans. Ça s'est fait en Italie Ça s'est fait en Italie, oui. Le Portugal, c'était oui, absolument. Les pigs. Absolument. Ça s'est fait en Italie, ça s'est fait au Portugal. Et donc, je fais travailler mes étudiants sur un sujet, c'est comment expliquez-vous, parce que ça va nous ramener peut-être à l'épargne et aux revenus, c'est que comment expliquez-vous que l'Italie, le Portugal et l'Espagne, qui ont une meilleure situation financière que nous, aient une cotation qui soit moins bonne ? Ils payent plus cher leurs dettes. Alors que nous payons plus cher la dette. C'est-à-dire que ce matin, nous empruntons à 3,50 et l'Italie emprunte à 3,50 aussi, mais le Portugal et l'Espagne sont 40-50 points de base au-dessous. Ils sont au-dessous maintenant, ouais. Ah oui, ils sont durablement. Depuis longtemps. Ouais, d'accord. Pour un homme de ma génération, c'est inconcevable. Alors ils ont une notation, je veux dire, auprès des agences. Ils ont une notation inférieure à la nôtre. D'accord. Ouais. Et je dis, ça nous ramène aux revenus et aux épargnants, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un sous-jacent
c'est que l'épargne des Français, donc on a dit 7 000 milliards, est une sorte de collatéral. C'est la garantie. C'est une sorte de garantie. En dernier recours. On sait que la France ne fera pas faillite parce qu'il y a toute cette épargne des Français dans laquelle elle va pouvoir les piocher. Alors, je pense qu'il y a ça. C'est un sujet sur lequel... C'est moins vrai dans les autres pays, c'est ça? Bien sûr, oui, puisqu'en fait, on bat le record à 19% du revenu. Donc, depuis 10 ans où je réfléchis à ce sujet, j'ai 2 arguments. J'ai celui-là et j'ai ensuite l'article 16 de la Constitution. L'article 16 de la Constitution permet au président de la République de décréter l'état d'urgence si la France ne peut plus tenir ses engagements internationaux. Oui, c'est ça. Et si les pouvoirs publics ne peuvent plus fonctionner. Donc, si demain... Et là, vous êtes en train de nous parler d'une dictature. Non, c'est l'article 16 de la Constitution de la Ve République, approuvé par le peuple français, cher ami. Dictature au sens romain, c'est-à-dire celui qui arrive pour sauver de la situation inextricable, mais qui assume les pleins pouvoirs. C'est-à-dire on arrête le jeu parlementaire, on arrête le jeu des syndicats. Provisoirement, pendant 3 mois, on fait des réformes, marché du travail, réforme des retraites, etc., pour remettre d'équerre. Oui, et après on démarre. La Constitution prévoit que le président de la République peut le faire pendant 3... Il n'a même pas besoin de 6 mois, 3 mois ça suffirait. D'ailleurs, il pourrait le faire là à l'instant et décider, écoutez, vous n'arrivez pas à faire un budget, je vais le faire moi-même. Je suspends pendant 3 mois. Vous pouvez vous réunir, le Parlement, mais vous ne pouvez pas voter de loi pendant 3 mois, et c'est moi qui vais le faire. Et donc, c'est vous qui me poussez à dire ça, et donc j'accepte volonté de le dire. Moi, à moyen terme, mon scénario, c'est un appel au secours, un secours européen, un plan européen pour la France, et le président, comment ça s'appellera-t-il Le président Bardella, le président Bardella, le président Mélenchon, appuieront sur le bouton de l'article 16 et mettront... Mais vous avez cité vous-même, le grec Tsipras, c'était un grec qui était... d'extrême gauche, c'était l'équivalent de Mélenchon. Donc, ce sont des scénarios auxquels il faut se préparer en tant qu'épargnant. Voilà. Et c'est assez angoissant quand même, non? On doit être très inquiet pour l'avenir de la France? Écoutez, moi je crois que ce qui est angoissant, c'est de ne pas voir la réalité en face. Ça, c'est angoissant. D'être le jeu comme un jouet, des médias, de l'esprit conformiste, du blabla. L'autruche, quoi. L'autruche, oui. Ça, c'est angoissant. Et ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que vous voyez en l'Europe et l'euro quand même un espèce de sauveur de dernier recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est un filet de sécurité. Il y a quand même beaucoup de gens, le sentiment anti-euro est assez fort en France. Et vous trouvez que ça fait partie de l'hallucination collective? C'est quoi l'argument, en tout cas, ceux qui sont anti-euro vont dire avec le franc, on dévalue notre monnaie, on gagne la compétitivité à l'international, on rééquilibre la balance des paiements, etc. Alors, les enquêtes montrent que les Français adhèrent largement à l'euro, leur taux d'adhésion est de 75% environ. Je pense qu'ils ont bien compris, même s'ils ne sont pas de grands économistes ou mathématiciens, ils ont bien compris que l'euro nous protégeait. Et en effet, l'euro nous protège. Prenons un exemple très simple. Nous avons un déficit du commerce extérieur de 80 milliards d'euros. Quand j'avais votre âge, qu'on avait un déficit du commerce extérieur de 80 milliards d'euros, on ne l'avait pas d'abord, mais si on l'avait, la monnaie était dévaluée. La monnaie était dévaluée, il fallait payer. Il fallait un plan d'austérité, C'était un événement dramatique. Il fallait que la Banque de France emprunte des marques à la Bundesbank pour défendre sa monnaie, etc. Là, tout passe parce que l'euro fonctionne comme un édredon. Donc c'était dramatique, la dévaluation du franc, c'était dramatique dans le sens où il fallait des plans d'austérité. Parce qu'il y a de l'inflation très fortement derrière. Oui. Les prix montent. Oui. Si la monnaie vaut moins cher, si on a plus en circulation, forcément, le prix des biens et des services augmente. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il faut un plan d'austérité ? Il faut un plan d'austérité pour dégager, dans ce scénario, parce que quand on dit le FMI intervient sur des pays qui n'arrivent plus à maîtriser leur monnaie en termes de change. Nous, on n'a pas ce problème, on a l'euro. Bien sûr. Et l'euro, on le partage avec 19 autres pays, dont tous ont une meilleure situation financière que nous. Alors pourquoi l'austérité en cas de dévaluation ? Alors pourquoi l'austérité ? Parce qu'il faut dégager un surplus exportable. D'accord. Pour se refaire de la trésorerie. Et pour se dégager un surplus exportable, il faut moins consommer, il
faut plus travailler, il faut... Donc, vous avez M. Barre, vous 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 souvenez de M. Barre Oui, d'accord. vous avez des gens comme ça. Donc, le gouverneur de la Banque de France qui m'a nommé à Toulouse a une formule qui est très bonne. Il dit « l'euro a protégé mais n'a pas stimulé ». C'est-à-dire que, oui, l'euro nous a vraiment protégés, nous a permis d'avoir un niveau de vie qui n'est plus à notre portée. Enfin, il y a un truc fou. Toiti, qui fait de très beaux graphiques, on pourra en présenter certains aux lecteurs du Revenu, Toiti a démontré que depuis 2008, la dette a progressé 3 fois plus vite que le PIB. Mais c'est inconcevable. Ah oui, on vit au-dessus de nos moyens. On vit à crédit, en fait. Mais c'est vous une présidez famille un groupe qui... de société, comment feriez-vous si votre dette progressait 3 fois plus vite que vos bénéfices? Enfin, c'est régulièrement, hein, depuis 20 ans, presque 20 ans. Donc, on voit bien que l'euro nous a protégés de cette folie, de notre propre folie, et ne nous a pas stimulés. Deuxième partie, effectivement, nous avons fait très peu de réformes. Bon, je pense que M. Hollande et M. Macron ont quand même relancé la machine à créer des emplois. Le taux d'emploi a augmenté. Mais voyez, les retraites, où c'est une évidence, on n'arrive pas à expliquer qu'il faut réformer les retraites. Mais pourquoi ? Parce qu'on peut continuer à se laisser vivre. Dans le fond... On vit avec l'argent des autres. On vit avec l'argent des autres, on vit avec les efforts des autres. Et l'argent des autres, c'est celui des petits-enfants, des enfants, de ceux qui payeront la dette un jour. Ben oui, parce qu'on reporte sur... Le défaut de l'État qui ne paye pas ses dettes, ce serait pire encore. Enfin, c'est inenvisageable. Oui. Voilà où nous en sommes. Et comment vous dire, moi, j'affronte ça dans ma vie familiale avec ma femme. On sait que notre niveau de vie va baisser. Nous avons une épargne et nous voulons la protéger. Donc, ces questions que je me pose avec vous, je me les pose aussi pour moi, personnellement, avec mon expérience. Et j'essaie de faire partager ça. Passionnant. Maxime, merci 1000 fois. Merci à vous. C'était incroyable. Quelle aventure. On remettra ça avec grand plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Et par écrit aussi.